Un sol est une couche superficielle de la croûte terrestre qui se trouve entre l'atmosphère et la roche-mère, sur laquelle poussent les végétaux, permettant leur ancrage et leur offrant l'eau et les ions minéraux nécessaires à leur nutrition. Le sol est le support de la quasi-totalité des activités humaines, le capital de la production alimentaire vitale et indispensable aux êtres vivants par les fonctions qu'il remplit et est le compartiment clé en matière de changement climatique. Le sol est organisé en différentes couches et est composé de nombreux organismes. Le sol se forme lentement au fil des siècles. Il peut tout de même se dégrader. En cette occasion, nous allons répondre à la question comment l'homme peut-il à la fois exploiter le sol pour répondre à ses besoins et le préserver durablement. Nous allons étudier la composition et les propriétés biologiques et physico-chimiques du sol à Tarapoto afin de déterminer si les sols étudiés et les conditions géographiques et climatiques sont adaptés aux cultures qui se développent dans cette région. Dans un premier temps, nous allons présenter l'organisation d'un sol et sa formation. Dans un deuxième temps, nous allons voir les caractéristiques d'un sol. Par la suite, nous verrons les constituants de la fraction solide du sol et leurs propriétés physico-chimiques. Puis, nous analyserons la capacité de rétention, de filtration et d'infiltration de l'eau. En tant que cinquième point, nous verrons le rôle de la matière organique dans le sol. En conclusion, à l'aide des réponses aux questions vues précédemment, nous verrons si le sol étudié sont adaptés aux différentes cultures afin d'obtenir une autre productivité. Ainsi, nous montrerons si l'homme à Tarapoto préserve le sol durablement tout en l'exploitant pour répondre à ses besoins. Pour cette première partie, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce qu'un sol et comment se forme-t-il » Nous avons ici la photographie d'un affleurement transformé en un croquis de cette coupe et légendé. Nous allons d'abord identifier les différentes parties ou strates du sol au moyen de cette photographie d'un affleurement. Tout d'abord, en dessous de la végétation, il y a la litière. Celle-ci regroupe les débris végétaux et animaux qui s'accumulent et s'incorporent éventuellement au sol minéral pour donner l'humus, c'est-à-dire la couche sombre et riche en matière organique, issue de la décomposition et de la transformation chimique et biologique des débris. En dessous de l'humus, on trouve les horizons d'accumulation dont le nombre peut varier d'un sol à un autre. Et enfin, en dessous des horizons, il y a la roche-mère. La constitution des sols se poursuit sous l'effet des échanges qui se produisent dans les différentes strates du sol et ses constituants subissent des transformations. La pluie qui s'infiltre dans la roche, les changements de température et les végétaux pionniers provoquent peu à peu la fracturation de la roche-mère et son altération chimique. Par exemple, la formation de l'argile à partir du mica. La végétation se développe peu à peu. D'innombrables êtres vivants, la macrofaune, la mésofaune et la microfaune, ainsi que les décomposeurs, dégradent les matières organiques et fabriquent l'humus. De nouveaux horizons se forment donc, plus ou moins profonds. Pour cette deuxième partie, nous allons répondre à la question « Comment expliquer l'organisation d'un sol et sa fertilité ?» Les sols ne sont pas tous composés des mêmes organismes. Le sol forestier correspond au sol de cacao et de café, culture biologique. Et le sol cultivé correspond au sol de la rizière, culture intensive. Sur les deuxièmes images, nous avons des organismes visibles à l'œil nu. Nous constatons qu'il y a plus d'organismes dans le sol forestier, c'est-à-dire dans le sol de cacao et de café, que dans le sol cultivé, c'est-à-dire dans le sol de la rizière. Environ 4 fois plus d'insectes. Ainsi, la biodiversité d'un sol à culture biologique et d'un sol à culture intensive n'est pas la même. Il y a plus de microfaune dans le sol de culture biologique que dans le sol de culture intensive. Un sol est défini par sa biodiversité, entre autres. Nous nous sommes ensuite intéressés au rôle de la microfaune dans la formation du sol. Pour cela, nous avons réalisé l'expérience suivante. Après avoir recueilli du sol des parcelles de cacao et de café, nous avons prélevé 2 échantillons de 100 g de terre chacun. Nous avons stérilisé l'un des deux en le mettant 2 minutes au micro-ondes et en le couvrant au moyen d'un film plastique pour éviter une déshydratation. Nous avons ensuite placé un disque en mouchoir en papier constitué à 100% de cellulose, principal constituant des végétaux, au fond de chacune des 2 boîtes pétries, puis nous les avons recouvertes de terre avant de les fermer pour éviter l'évaporation et de les placer dans un sac en plastique. Voici les résultats obtenus. Après une semaine de repos,
on observe que le disque recouvert de sol stérilisé est à peine dégradé, tandis que celui qu'on a recouvert de sol non stérilisé est significativement dégradé. Cela veut dire que la microfaune présente dans le sol non stérilisé s'est occupée de dégrader le papier. Puisque le papier est composé de cellulose, principal constituant des végétaux, on peut en déduire que c'est également la microfaune qui est en charge de finir de dégrader les débris végétaux afin que ceux-ci puissent s'intégrer à l'humus. Elle joue donc un rôle dans la fertilité du sol. Si on établit un lien avec la première partie de ce TP, on peut conclure que le sol des cultures biologiques est plus naturellement fertile que le sol des cultures intensives, étant donné qu'il dispose d'une microfaune qui s'occupe de dégrader les débris qui s'incorporent par la suite à l'humus. Maintenant, nous allons répondre à la question suivante. De quoi est composé le sol et quelles sont ses principales propriétés? Pour identifier les constituants de la fraction solide du sol, nous avons suivi le protocole de l'expérience suivante. Nous avons d'abord enlevé les débris végétaux grâce à une pince. Puis, nous avons pesé l'échantillon de sol libre d'éléments organiques visibles et nous l'avons tamisé. Par la suite, nous avons mesuré 100 ml de terre fine grâce à une éprouvette et nous l'avons versé dans un bocal de 1 litre. Nous avons ajouté 400 ml d'eau dans le bocal et nous avons agité vigoureusement pendant 1 minute. Suite à cette expérience, nous avons pris des photographies des résultats pour chaque échantillon travaillé. Nous retrouvons à la surface de l'eau la matière organique non décomposée, puis l'argile, le limon et les sables fins. Avec la terre d'une plantation de cacao, nous avons également la matière organique, l'argile, le limon et les sables fins. L'échantillon provenant d'une plantation de café est plus sombre que l'échantillon provenant d'une plantation de cacao qui lui est orangé. La couleur des couches varie donc selon la terre utilisée. Cependant, l'épaisseur des deux échantillons semble être la même. En effet, nous ne remarquons pas la différence très importante entre l'épaisseur de couche de chaque échantillon. La texture, propriété fixe du sol héritée de sa longue formation, influence fortement les autres propriétés du sol, c'est-à-dire le drainage, l'humidité, la température, l'aération, la teneur en nutriments, principalement à travers son impact sur la structure du sol. La texture d'un sol correspond à la répartition dans ce sol des minéraux par catégorie de grosseur. Elle permet de caractériser un sol comme étant à dominance sableuse, argileuse ou limoneuse. Pour le sol utilisé d'une plantation de café ou de cacao, nous avons mesuré et exprimé les trois fractions en pourcentage. En effet, il est composé de 30% d'argile, 80% environ de limon et 65% de sable. Ainsi, en se rapportant au triangle de texture, on peut dire que le sol est limono-sableux. Le pH de la solution est entre 6 et 7. L'organisation de la terre étant un agrégat, nous avons testé sa résistance à l'eau. L'agrégat ayant été fissuré, nous pouvons dire que sa structure est modérée. En effet, les sols constitués d'éléments mixtes, soit la majorité des sols, présentent une structure modérée. Ici, le pourcentage d'argile est d'environ 30%, soit entre 15 et 40%. La végétation a besoin d'eau pour pousser. Les sols les plus propices à la culture seront ceux qui retiennent le plus d'eau. Les sols étudiés ayant une structure modérée, ils retiennent une bonne quantité d'eau et sont donc relativement propices à la culture. Nous allons répondre à la question. Comment la rétention, filtration et infiltration de l'eau dans un sol dépendent de la texture et la structure du sol. En premier, nous avons versé 8 cuillères de sol dans l'entonnoir, puis 100 ml d'eau sur le sol. Nous avons déclenché immédiatement le chronomètre. Par la suite, nous avons mesuré le volume d'eau recueilli en 1 minute, en 5 minutes, puis en 10 minutes. Nous avons observé que le sol de culture de cacao laisse échapper l'eau à un rythme supérieur à celui auquel les autres sols la laissent échapper. La perméabilité la moins élevée a été celle du sol compacté, la deuxième moins élevée a été celle de la culture de café, la troisième moins élevée a été celle de la culture de cacao et enfin la perméabilité du sol compacté a été la plus élevée. En fait, les pores de grande taille auront une plus grande perméabilité. En effet, les petits pores offrent plus de résistance à la circulation du fait de l'adhésion entre le fluide et les parois des pores. La forme des pores affecte également la perméabilité pour les mêmes raisons. Les sols à culture biologique, constitués en partie de terre argileuse, retiennent plus d'eau. Et du fait que la végétation a besoin d'eau pour pousser, les sols les plus propices à la culture seront ceux qui retiennent le plus d'eau.
C'est pourquoi la capacité de perméabilité de la culture du riz est supérieure à celle des cultures de cacao et de café. Dans le sol, l'air qui remplit les vides peut être remplacé par l'eau et vice-versa, créant ainsi un équilibre. Si le sol est gorgé d'eau, peu de pores sont disponibles pour l'air, le sol devient asphyxiant. C'est le cas de la culture du riz. La compaction de la surface du sol par les tracteurs modernes et par l'impact des gouttes de pluie peut modifier la porosité et donc la perméabilité d'un sol, comme nous allons le démontrer au moyen de la seconde partie du TP4. Pour la seconde partie du TP, nous avons découpé le fond de 3 gobelets en plastique à la même hauteur. Puis nous avons percé 2 petits trous au fond de chacun à l'aide de la pointe du clou. Ensuite, nous avons rempli les gobelets de terre à l'aide de la cuillère. Nous avons bien tassé la terre avec le doigt pour le premier gobelet. Nous l'avons un peu tassé pour le deuxième et ne l'avons pas du tout tassé pour le troisième gobelet. Nous avons ensuite découpé 3 petits morceaux de mouchoirs identiques que nous avons déposés sur chaque gobelet. Enfin, nous avons rempli l'assiette d'eau et nous avons posé les 3 gobelets sur l'assiette en même temps. À la fin de l'expérience, après quelques minutes d'attente, le mouchoir qui avait été déposé sur la terre très compacté était très mouillé. Le mouchoir qui avait été déposé sur la terre moyennement compactée était un peu mouillé et le mouchoir qui avait été déposé sur la terre pas compactée était complètement sec. On observe donc que plus la taille des pores est petite, plus le liquide monte rapidement par la capillarité. Ainsi, l'eau mouille plus rapidement le mouchoir d'une terre très compactée, puis un peu moins vite une terre moyennement compactée et ne mouille pas la terre non compactée. C'est de cette façon que les plantes continuent à absorber l'eau par leurs racines lorsque la couche supérieure du sol en contient peu. Pour cette dernière partie, nous allons répondre à la question: comment l'humus intervient-il dans la stabilité et dans la fertilité d'un sol? Bonne rétention en eau et en sels minéraux. D'une part, suite à des expériences réalisées, nous avons pu observer qu'avec une terre d'une plantation de café, en mélangeant de l'eau avec de la terre riche en humus, c'est-à-dire de la matière organique, l'eau ne passe presque pas à travers la gaze. En effet, nous avons recueilli 5 ml d'eau dans les crevettes. Cependant, en ajoutant de l'eau oxygénée à la terre riche en humus, celle-ci devient privée en humus. Ici, l'eau passe en abondance à travers la gaze. En effet, nous avons 20 ml d'eau dans les crevettes. D'autre part, avec une terre de plantation de riz, en mélangeant l'eau avec de la terre riche en humus, l'eau passe à travers la gaze. Il y a 20 ml d'eau dans les crevettes. Cela est dû à l'utilisation de pesticides qui détruisent l'humus. En mélangeant de l'eau avec de la terre pauvre en humus, l'eau passe à travers la gaze. Il y a 20 ml d'eau dans les crevettes. Lorsque la terre est riche en humus, en matière organique, elle a une plus grande capacité de rétention d'eau que lorsqu'elle est pauvre en humus, 4 fois plus pour la terre de café. Par ailleurs, nous savons qu'une terre fertile est capable d'absorber et de retenir l'eau qui lui est indispensable. Ainsi, l'humus, la matière organique, est un élément important dans la stabilité et dans la fertilité d'un sol, c'est-à-dire qu'il permet une bonne rétention en eau et en sels minéraux. C'est pour cela que quand il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de rétention d'eau ni de sels minéraux. Une deuxième expérience a été réalisée. Nous avons dans un premier temps mélangé de l'éosine avec de la terre riche en humus et dans un deuxième temps, nous avons mélangé du bleu de méthylène avec de la terre riche en humus. Par la suite, nous avons mélangé du bleu de méthylène avec de la terre pauvre en humus. L'éosine est un liquide orange. Lorsque nous mettons de l'éosine avec de la terre riche en humus, le liquide qui coule dans les couvettes est toujours orange. Le bleu de méthylène est un liquide bleu. Lorsque nous mettons du bleu de méthylène avec de la terre riche en humus, le liquide qui coule dans les couvettes est transparent. Lorsque nous mettons du bleu de méthylène avec de la terre pauvre en humus, le liquide qui coule dans les couvettes est bleu. Nous savons que l'éosine a une charge globale négative et que le bleu de méthylène a une charge globale positive. Une terre riche en humus a une charge globale négative. Dans un premier temps, lorsque l'éosine se mélange avec la terre riche en humus, les charges ne se compensent pas, étant pour les deux négatives. C'est pour cela qu'il n'y a pas de changement de couleur. Lorsque le bleu de méthylène se mélange avec la terre riche en humus, les charges se compensent, étant positives et négatives. C'est pour cela qu'il y a un changement de couleur. La solution recueillie est incolore. Ainsi, la rétention de charge a lieu selon la charge globale du liquide. Il peut y avoir ou non une compensation des charges. Par ailleurs, la terre pauvre en humus a perdu sa charge globale initialement négative, tandis que le bleu de méthylène a une charge globale positive. Lorsque le bleu de méthylène se mélange avec la terre pauvre en humus, les charges ne se compensent plus, puisqu'il n'y a plus de charge négative de la part de la terre. C'est pour cela qu'il n'y a pas de changement de couleur. La matière organique intervient dans la stabilité et la fertilité du sol de deux manières différentes.
D'une part, elle permet la rétention d'eau et de sels minéraux. D'autre part, elle retient les cations grâce au complexe argilo-humique qui va les retenir. Ainsi, l'échange de charges a lieu à l'origine de la rétention de l'absorption d'éléments essentiels au sol. L'humus est un ensemble de matières organiques. En augmentant l'humidité utile du sol, ainsi que sa capacité à retenir les ions positifs, le complexe argilo-humique contribue à la fertilité du sol. Ainsi, l'eau est restituée au fur et à mesure, amortissant l'impact des inondations et des sécheresses. Les échanges dynamiques entre le complexe argilo-humique et la solution du sol permettent une libération progressive des cations et évitent que les cations soient lessivés. Ils sont ainsi plus disponibles pour les plantes. En conclusion, nous cherchons à savoir si les sols étudiés sont adaptés aux différentes cultures afin d'obtenir une haute productivité. Tout d'abord, nous comparons les caractéristiques requises pour la culture du riz. Nous savons que la topographie requise pour la culture du riz est plate. La topographie à Tarapoto étant plate, cette caractéristique est bien adaptée. En ce qui concerne l'altitude, celle-ci est bien adaptée également. La culture du riz est faite entre 0 et 2500 mètres sur le niveau de la mer à Tarapoto. Pour le climat, toutes les caractéristiques sont respectées. La température est bien entre 20 degrés Celsius et 30 degrés Celsius. La moyenne à Tarapoto étant de 24,7. Les précipitations sont de 1200 mm annuellement, puisque la moyenne varie entre 1000 et 1500. L'humidité, variant de 95% et 40%, est respectée puisqu'elle est à Tarapoto de 85%. En ce qui concerne le sol, le pH requis est de 6 à 7. Cela est également respecté à Tarapoto. La texture étant argileuse est respectée. Nous n'avons pas fait des expériences, mais c'est le résultat que nous aurions eu. Les sols à Tarapoto sont adaptés à la culture du riz. Par la suite, nous comparons les caractéristiques requises pour la culture de café. La topographie requise est en pente de 30 degrés environ. Cette caractéristique est respectée à Tarapoto. L'altitude est censée être entre 150 et 1000 mètres sur le niveau de la mer. C'est le cas à Tarapoto, donc cette caractéristique est adaptée. En ce qui concerne le climat, la température est adaptée. Elle est censée être de 18 à 22 degrés Celsius et c'est le cas. Les précipitations devront être de 1500 mm annuellement environ. C'est adapté car la moyenne est entre 1000 et 1500 mm. L'humidité est également adaptée. Le vent, qui est censé être de peu de tolérance, est également adapté. La moyenne variant entre 0,4 et 3 km par heure. Le pH, testé précédemment, est adapté aussi. La texture étant argilo-sableuse, le sol est adapté. La structure est grumeleuse, donc adaptée aussi. Les sols à Tarapoto sont adaptés à la culture de café. Finalement, nous comparons les caractéristiques requises pour la culture du cacao. La topographie requise est plate à onduler. Cette caractéristique est respectée à Tarapoto. L'altitude est censée être entre 0 et 1000 mètres sur le niveau de la mer. C'est le cas à Tarapoto. Donc cette caractéristique est adaptée. En ce qui concerne le climat, la température est adaptée. La température requise est la même que la température moyenne de 25 degrés Celsius. Les précipitations devront être de 1500 mm annuellement environ. C'est adapté car la moyenne est entre 1000 et 1500 mm. L'humidité est également adaptée. Le vent qui est censé être de peu de tolérance est également adapté. La moyenne variant entre 0,4 et 3 km par heure. Le pH testé précédemment est adapté aussi. La texture étant argilo-sableuse, le sol est adapté. La structure est grumuleuse, donc adaptée aussi. Les sols à Tarapoto sont adaptés à la culture de cacao. Ainsi, nous pourrions dire grâce aux documents étudiés et aux résultats des TP que les sols étudiés sont adaptés aux différentes cultures afin d'obtenir une haute productivité. Suite à cela, nous pourrions nous demander, est-ce que le réchauffement climatique aurait des conséquences sur la culture des denrées alimentaires ?